Quel premier trimestre 2023? On pensait avoir tout vu en 2020. Une pandémie, le retour de l'inflation, une guerre aux portes de l'Europe. Visiblement, 2023 est bien parti pour ne pas nous décevoir. Hésitation des banques centrales sur les taux d'intérêt, poursuite de l'inflation, faillite bancaire et la Chine qui ne se cache même plus sur sa volonté de domination monétaire. Pour nous aider à comprendre, nous avons fait appel à un habitué de cette chaîne YouTube, mais aussi des rencontres annuelles d'Ocoffre, Philippe Béchade, observateur attentif de la géopolitique, de l'économie et de la finance. Il est le rédacteur en chef de la chronique Agora et président des Éconoclasses. Tout d'abord, est-ce que vous partagez ce constat d'un premier trimestre particulièrement agité et surtout, est-ce que c'était prévisible? Alors, agité, certainement, très original par son scénario, incontestablement, et plus grande surprise encore, un épisode de stress bancaire balayé en une dizaine de jours. On a pu célébrer le week-end de Pâques avec l'esprit serein des marchés revenus à leur sommet, notamment le CAC 40, qui a refait les 7004 juste avant le pont Pascal. Des taux d'intérêt qui ont perdu quand même une cinquantaine de points par rapport à leur zénith de début mars. Et le grand bouleversement, c'est effectivement la Chine qui ne se veut pas hégémonique en termes de contrôle de la monnaie, mais proposer une alternative au dollar à laquelle se sont empressés d'adhérer d'abord 20 pays, puis 26, et puis plus de 50. Tout ça, ça s'est joué en une quinzaine de jours. D'ailleurs, juste après l'épisode de stress bancaire aux États-Unis, là, d'un seul coup, les pays de l'ASEAN, c'est une dizaine de pays qui avaient à l'origine Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, qui acceptent finalement de régler leurs échanges bilatéraux, non plus en dollars, mais dans leurs devises respectives. Mais comme leur principal partenaire et client, c'est la Chine, tout le monde aujourd'hui est d'accord pour payer en yuan ou se faire payer en yuan. Et puis, vous rajoutez l'Arabie Saoudite, le Brésil, l'Égypte. Je ne vais pas vous faire la liste des pays. Il y en a 50 aujourd'hui qui sont prêts à réaliser des transactions commerciales dans un environnement yuan et non plus dollar. C'est parce que les planètes se sont alignées pour les Chinois, parce que les Chinois le disent depuis très longtemps, puisque c'est dans le plan stratégique pour 2049 qu'ils doivent devenir hégémoniques sur la place économique et financière. Donc on sait que c'est écrit, c'est bien, les Chinois ils écrivent et en général ils font ce qu'ils écrivent. Mais c'est parce que les planètes se sont alignées pour eux, entre le conflit en Ukraine avec la Russie et l'Arabie Saoudite qui se met à lâcher les Américains quasiment. Oui, carrément. Alors, c'est sur ce mot hégémonique que j'ai un petit peu de mal, parce que la Chine veut simplement avoir retrouvé en 2049 pour les 100 ans de la naissance du Parti communiste, mais en fait, on comprend en écoutant Xi Jinping que le véritable objectif de domination économique, c'est 2035. Donc voilà, c'est dans une dizaine d'années. Mais c'est le terme hégémonie qui me gêne un petit peu. Ils veulent simplement retrouver leur place de numéro 1. Est-ce que l'hégémonie leur importe? La Chine a été la puissance dominante pratiquement de la chute de l'Empire romain jusqu'au XVIIIe siècle. La Chine aurait pu aller conquérir, je ne sais pas, pourquoi pas l'Inde, la Sibérie, s'emparer de la péninsule indo-chinoise, etc. Et s'ils avaient eu cette volonté hégémonique, c'est ce qu'ils auraient fait. Comme les Japonais, à partir de 1910, quand ils se sont emparés de la Mandchourie, puis ensuite, avec la Seconde Guerre mondiale, quand ils se sont emparés de tout, Chine, Vietnam, Singapour, Philippines, etc. Là, c'est de la vraie hégémonie. Et les Chinois, ils se contentent simplement d'être un peu la montagne qu'on voit de loin et à laquelle tout le monde se réfère.
Et l'hégémonie ne leur sert pas finalement à grand-chose. L'hégémonie, souvent on la comprend au sens militaire. Alors les Américains ont 830 bases militaires ou secrètes réparties dans le monde. Les Chinois, ils ont 830 comptoirs commerciaux. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus efficace à la lecture des 25 dernières années, ou même les 30, puisqu'en fait, depuis Deng Xiaoping, la Chine a entamé son décollage en 92-2022. Qu'est-ce qui a été le plus efficace, non pas pour atteindre l'hégémonie, mais pour être dominant, ou en tout cas avoir une position quasiment imprenable? Est-ce que c'est 830 bases militaires, ou est-ce que c'est 830 comptoirs commerciaux? On a la réponse sous nos yeux. Et donc là, pour être dominant, ça passe aujourd'hui par la domination d'une monnaie. Alors, la domination d'une monnaie se fait toute seule. Chaque fois qu'un empire est le centre de gravité du commerce mondial, c'est la monnaie de cet empire qui devient la monnaie de référence. Donc, successivement, la France, l'Angleterre, les États-Unis. Et aujourd'hui, la Chine qui on atteint pratiquement les 20 000 milliards de PIB, mais pour l'essentiel des produits manufacturés, semi-finis, etc., la Chine représente presque 50% aujourd'hui de ce qui est consommé dans le monde. Donc la Chine est d'ores et déjà, et de fait, et même depuis 2008 et les Jeux Olympiques de Pékin, les Chinois sont déjà devant toutes les autres zones économiques existantes. Donc il est normal que la puissance qui a le plus grand nombre de liens économiques, et donc les fameuses routes de la soie, elles s'étendent aujourd'hui jusqu'en Amérique du Sud. Les États-Unis ne peuvent plus se vanter de ça. Aujourd'hui, les échanges entre le Brésil et les États-Unis, c'est très très loin derrière les échanges avec la Chine. Je peux multiplier les exemples. Donc, de fait, si on devait aujourd'hui utiliser la monnaie du pays qui vend de tout à tout le monde, ça serait déjà le yuan, mais qui, pour des raisons culturelles, etc., et parce que ça reste un pays bien communiste, n'est pas une monnaie vraiment convertible. Mais à partir du moment où on cherche non plus à faire des réserves en yuan, mais simplement à mesurer les échanges, on peut choisir effectivement comme référence ou le dollar ou le yuan, si on n'a pas besoin de détenir du yuan ou de se les échanger librement. On veut juste avoir une référence. La nouvelle référence, c'est le yuan et c'est plus le dollar. Et est-ce que l'augmentation des stocks d'or d'un certain nombre de pays qui justement rejoignent cette, alliance autour de la Chine, est-ce que l'augmentation des stocks d'or répond de cette même stratégie qu'on appelle de dédollarisation de ces pays-là? C'est-à-dire qu'on va accepter le yuan et on va diminuer sa dépendance au dollar. On diminue ses réserves en dollars, on les remplace par quoi? Pas vraiment par du yuan, puisqu'il n'est pas complètement convertible. Qu'est-ce qu'on a tendance à mettre à la place? De l'or. Et de l'or parce que c'est la monnaie millénaire qui ne s'imprime pas, alors qu'on comprend bien que si l'Europe et les États-Unis s'en vont vers une récession, qu'ils orchestrent d'ailleurs délibérément pour combattre l'inflation. Donc on sait que le next step, c'est la récession. Et l'étape suivante, c'est on rouvre le robinet de liquidité pour relancer la machine. Donc du coup, on va réimprimer à un horizon, de 2 ans, on va se mettre à réimprimer. Ou c'est comme ça déjà qu'on l'anticipe. Alors peu importe que ça arrive dans 2 ans. Ce qui compte, c'est que ce qu'on se dise aujourd'hui, dans 2 ans, ils rouvrent les robinets. Donc on se débarrasse comme on peut du dollar, on le remplace par quoi? Pas complètement par du yuan, pas par de l'euro, et on le remplace par l'or. Et toutes les banques centrales qui ont l'intention de rejoindre les routes de la soie, le club de Shanghai, un club de Shanghai qui va pratiquement de la mer Caspienne jusqu'à la Chine, toutes les anciennes républiques soviétiques en font partie, l'ASEAN, les routes de la soie qui se sont tissées en Afrique et désormais en Amérique du Sud, tout ça, ce sont des pays aujourd'hui qui cherchent une référence qui ne va pas partir en fumée ou qui ne leur donne pas le sentiment que c'est compliqué quand même de négocier le yuan.
faut pas perdre de vue ce qu'est la Chine. Il pourrait très très bien du jour au lendemain, les Chinois, dire finalement le yuan, on restreint tel ou tel usage. Donc ça, on se méfie un peu. Donc, résultat des courses, 2022, les banques centrales du monde entier achètent 1050 tonnes d'or. Donc, ce qui est un record absolu. Et je crois qu'au mois de mars 2023, je crois que les achats, c'est 53 tonnes d'or. Enfin, et la Russie en achète encore, et encore, et encore. Et la Turquie, et l'Inde, et le Brésil. Enfin, voilà. Tout le monde met un petit peu d'or. Vous venez de citer la Russie, c'est très intéressant parce que la Russie avait lancé cette reconstitution de stock d'or il y a quelques années, voire même plus d'une décennie. Depuis le Maïdan, en fait. Et donc, on se rend compte que le dirigeant russe Poutine avait prévu finalement qu'il aurait eu des problèmes avec les échanges commerciaux parce que les pays occidentaux ont comme des sanctions économiques très rapides. Et ce qui s'est passé, et lui a pu continuer à commercer, en tout cas on n'en sait rien, mais visiblement il a réussi à acheter des choses ou à en vendre grâce à l'or. Pas forcément grâce à l'or. Il a lui complètement substitué les réserves en dollars, il les a substituées par de l'or. Bon, ça, l'accélération s'est faite avec le coup d'État du Maïdan, orchestré par la CIA, qui a installé un régime favorable à l'OTAN, États-Unis et Europe. Donc, le 24 février 2014, Poutine commence à se dédollariser. Voilà. Et pareil, il y a des petites choses qui ont aussi un petit peu alerté tous les gens qui ont du dollar et qui s'en servent au quotidien. C'est la judiciarisation du dollar, avec des sociétés européennes ou moyen-orientales qui écopent d'amendes colossales pour avoir violé les règles d'utilisation du dollar. L'Europe, elle n'a pas fixé de règles d'utilisation de l'euro, il n'y a pas de violation des règles d'utilisation du dollar de Singapour, etc. Les États-Unis, par contre, c'est judiciarisé et c'est même militarisé. Donc, tous les pays qui commercent en dollars se disent, mince, mes entreprises, mes fleurons peuvent se voir infliger 4, 5, 10 milliards de dollars d'amende. C'est les Américains qui, unilatéralement, en décide, je peux même pas contester. Donc ça fiche mal à l'aise. Puis alors arrivent les sanctions de mars 2022, où là, on décide de confisquer, par exemple, les avoirs russes. Bon, alors, Poutine est méchant, les Russes sont les méchants, et on les punit. Mais on s'appuie sur quelle jurisprudence, sur quelle règle de droit international s'appuie-t-on? Sur zéro. C'est juste les Américains qui disent, voilà, la Russie, c'est des vilains, donc on les prive de l'usage du dollar et on leur confisque. Donc aujourd'hui, les Russes sont punis. Et puis demain, un pays qui aurait malencontreusement continué de commercer avec la Russie, on va lui dire, vous êtes complice, allez hop, on vous confisque vos réserves en dollars. Et puis le jour où les États-Unis proposent un vote à l'ONU, et puis qu'il y a des gens qui s'abstiennent de voter des sanctions contre Russie, Chine, Inde, Malaisie, tout ce que vous voulez, ceux qui s'abstiendront d'appuyer les États-Unis, on leur confisquera aussi leurs dollars? Où est-ce que ça s'arrête? À partir du moment où on s'affranchit des règles du droit, et où le seul droit qui s'applique, c'est le droit américain, les gens se disent, moi, le dollar, j'ai plus tellement confiance. En tout cas, j'ai pas envie de me faire confisquer. Donc, aujourd'hui, le yuan ne peut pas se substituer au dollar. Mais par contre, on ne veut plus détenir de dollars parce qu'on a vendu du nickel, du pétrole, du gaz, etc. On ne veut plus se faire payer en dollars puisqu'on peut se faire confisquer si on ne plaît pas aux Américains. Donc on préfère avoir autre chose. Et c'est pas de l'euro. C'est pas de l'euro. La guerre, comme on dit, elle est bien sur le sol européen. On n'arrête pas de nous dire que la guerre est sur notre sol, etc. Et qu'en plus de ça, nous sommes dans un état d'urgence de guerre. Je l'ai entendu dire, c'est sorti de la bouche de notre président, donc je le crois volontiers. Donc on nous dit bien qu'on est dans un état de guerre. Moi, je préfère détenir la devise d'une zone économique qui est en paix. Je préfère détenir de la couronne norvégienne, de la couronne suédoise ou du won sud-coréen. Ils sont pas en état d'urgence, ils sont pas en guerre.
Est-ce que le fait que ce soit non pas un pays, mais 50 pays qui décident de rejoindre le mouvement chinois les protège ou fait que ça va, j'allais dire, réussir cette fois-ci c'est-à-dire que oui, il y a des pays qui vont basculer dans la dédollarisation pour de vrai. Ben, bien sûr, ce qu'il fallait, c'était le faire collectivement. On avait bien compris qu'ils se sont manifestés tout seuls avec son petit panneau le dollar, c'est de la daube. Ah ben, on se faisait bombarder Tripoli, on se faisait envahir Bagdad, on se retrouvait avec une guerre à Moscou. C'était possible quand les Américains pouvaient shooter un après l'autre tous les trublions. Ben là, si d'un seul coup il y en a 50, vous ne pouvez plus rien faire. Donc là, du coup, la dédollarisation, ça marche, puisque les États-Unis ne peuvent pas sanctionner 50, voire peut-être 56 pays demain. Il fallait le faire ensemble. À votre avis, ils vont laisser faire? Ben là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est ça. Est-ce qu'ils vont laisser faire? Évidemment non. Ils vont certainement essayer de trouver quelque chose. Je m'attends à ce que les Américains nous sortent encore un truc de leur chapeau. Je pense qu'ils ont mouliné sur tous les scénarios, y compris sur le fait que des gens prendraient très mal le fait que les États-Unis confisquent les avoirs russes ou puissent confisquer les avoirs de n'importe quel pays. Donc ils ont dû se dire ça peut être un des scénarios. Sauf que, est-ce qu'ils peuvent l'empêcher? La réponse sont là, elle est non. C'est non. Alors après ça, trouver quelque chose qui rebatte les cartes, qui refiche le bazar dans le système international et qui ferait apparaître à nouveau le dollar comme une valeur de réserve, etc., on verra, l'avenir nous le dira. Je serais tenté de penser qu'ils vont nous sortir un truc du chapeau. Mais là, en l'état, est-ce qu'ils peuvent quelque chose contre la dédollarisation? La réponse, c'est non. Là, ils ont perdu. Et ils ont perdu tout seuls. Ils ont fait fuir les détenteurs de dollars. Le plus impressionnant, c'est pas les Saoudiens qui effectivement lâchent l'allié américain, si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, c'était quand même, il y a des bases, il y a des choses comme ça. Bien sûr, d'un point de vue symbolique. Alors non seulement ils acceptent de se faire payer en yuan, ou même, je crois, dans le shilling kényan ou d'autres devises, ça c'est merveilleux. Mais en plus de ça, ils décident de désobéir aux injonctions de Washington. On leur dit, vous ouvrez le robinet, ils le ferment d'1 million de barils le jour. On leur dit, mais attendez, non, il faut ouvrir le robinet là. Ben là, on le referme de 1 600 000 barils, de 1 600 000 barils par jour. Et puis tout le monde est d'accord. Hein. Les Russes, les Irakiens, les Émirats Arabes Unis. Mais qu'est-ce qui se passe? D'un seul coup, les Américains ne peuvent plus imposer leur cas de volonté à tout le monde? Donc il y a la double désobéissance, c'est-à-dire que le contrat entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite depuis 1974, c'était que les Arabes exigent le paiement du pétrole en dollars, donc les fameux pétrodollars, qui sont en fait le tuyau qui remplit les caisses vides des États-Unis depuis 96 ou 2000. Donc le dollar finance des déficits. Le dollar, ce n'est que de la monnaie dette. Bon, bah, d'un seul coup, si l'Arabie Saoudite accepte de se faire payer en euros, en yuan, en tout ce que vous voulez, d'où va arriver l'argent qui comble les déficits américains? Ça leur pose un vrai problème. Et en plus de ça, si les Américains peuvent même plus dire au roi Bin Salman ou à je ne sais quel membre éminent de l'OPEP, vous ouvrez le robinet parce que ça nous arrange et que nos réserves actuellement, les réserves de pétrole américaines sont au plus bas. Mais là, c'est comme on dit, là, c'est la baffe aller-retour, quoi. Il reste l'Iran, visiblement, que vous citez pas d'ailleurs à chaque fois. J'allais le faire. Ah Oui, l'Iran. Merveilleux. L'Iran va rouvrir ses ambassades à Riyad et réciproquement, l'Arabie va rouvrir des ambassades peut-être à Téhéran, Ispahan, pourquoi pas Yazd, on ne sait pas, il y aura peut-être des consulats. Et qui a orchestré le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite? C'est Monsieur Li Qiang, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères chinois. Ça veut dire qu'en plus de ça, non seulement la monnaie chinoise aujourd'hui remporte l'adhésion de 50 pays, mais en plus de ça, la diplomatie
chinoise, rapproche les frères ennemis. J'ai lu peu avant cette interview que justement un cessez-le-feu va être signé au Yémen pour 8 mois. Donc vous regardez la date, c'est jusqu'au 31 décembre 2023. Donc déjà les armes vont se taire au Yémen 15 jours après que M. Li Qiang ait réuni les émissaires saoudiens et iraniens pour que tout le monde s'entende pour se reparler. Et là, le conflit yéménite qui durait depuis 2015, poum, d'un seul coup, les armes se taisent. Alors que les Américains et l'ONU, on était censé penser qu'ils allaient faire leur possible pour arrêter la boucherie au Yémen. Mais les Américains et l'ONU n'ont rien obtenu. Et là, d'un seul coup, les Chinois arrivent et tout le monde s'entend, se tape sur l'épaule. C'est fantastique. C'est l'ennemi commun? Pour les États-Unis, oui. Enfin, l'Iran était l'ennemi, évidemment, l'axe du mal, Iran, Corée du Nord et Cuba, voilà. Donc, Venezuela, pardon. Donc l'axe du mal, ça y est. Le Venezuela, il paye aussi en yuan, ou se fait régler en yuan. Encore un vilain qui a rejoint la bande des vilains. Le problème, c'est que quand il y a trop de vilains en face de soi, on ne peut plus faire grand-chose non plus. Donc là, c'est doublement embêtant, effectivement, cette volte-face de l'Arabie Saoudite. C'est qu'on comptait bien, justement, sur l'Iran pour contrebalancer l'influence de l'Arabie et réciproquement. Donc c'était surtout que les Américains s'appuyaient sur l'Arabie Saoudite pour marginaliser l'Iran. Maintenant, voilà que ces gens-là se reparlent. Donc, et en plus de ça, ils sont tous d'accord, par contre, eux, pour commercer en yuan. Alors l'Iran, depuis qu'ils font l'objet de sanctions, donc ça fait longtemps, que tout vient de Chine. Moi, j'étais en Iran, donc j'ai vu que à peu près tout vient de Chine. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui pourrait venir des États-Unis? Qu'est-ce que les États-Unis aujourd'hui auraient à vendre à l'Iran? Alors l'Arabie Saoudite, on a la réponse. Encore quelques F-16, quelques missiles et quelques systèmes radars. Mais l'Iran, qui n'est pas un pays guerrier, qui n'a envahi aucun de ses voisins depuis 5 siècles, ou peut-être même plus, eux, est-ce que les armes américaines les intéressent? Non. Et puis en plus, on a vu qu'ils n'étaient pas trop mauvais pour fabriquer des armes eux-mêmes. Oui, ils arrivent à fabriquer des drones qui tiennent la route, avec, je pense, la collaboration des Turcs, mais bon... Voilà, donc il n'y a rien aujourd'hui qui puisse intéresser l'Iran venant des États-Unis. Et je pense que le roi Bin Salman, pour son phénoménal projet NEOM, d'où vont venir les infrastructures, le matériel et tout? Ça ne va pas venir des États-Unis, ils ne savent pas faire. Ça va venir de Chine. Les lignes de chemin de fer, les métros, tout ça sera fabriqué par des Chinois. Les Américains, ils ne savent pas, ils vont pas leur fournir tout ce dont les Saoudiens ont besoin. Si on va jusqu'au bout d'ailleurs de cette logique économique et peut-être de relations clients-fournisseurs, il reste quand même un sujet, c'est que les consommateurs américains sont des gros clients des usines chinoises. Ah oui. Et donc, alors là on se dit que c'est les Américains qui sont un peu tenus parce que quand ils ont essayé de relocaliser, c'était beaucoup plus cher et beaucoup plus compliqué. Mais si un jour ça arrive, c'est-à-dire que les Américains arrêtent d'acheter chinois pour sanctionner, par exemple, le rôle de la Chine dans ce développement-là, il y aura un problème puisqu'ils vont perdre 200 millions de clients. Je pense surtout que les États-Unis, si la Chine décide, par mesure de réciprocité, de répondre aux sanctions américaines comme celles qui frappent Huawei, ZTC et TikTok, voilà. S'ils s'amusent de demain à dire on n'exporte plus les terres rares qui rentrent dans la composition des aimants permanents. Donc s'il n'y a plus ça, il y a plein de choses qui ne fonctionnent plus dans une voiture, il y a plein de choses qui ne fonctionnent plus, ni les éoliennes, ni les smartphones. Il suffit que les Chinois décident d'arrêter d'exporter des terres rares dont ils détiennent le monopole. Alors là, on peut parler de mot hégémonique, pas au sens géopolitique, pas au sens géostratégique, mais quand même, ils sont vraiment hégémoniques avec 90%. Les cathodes, une batterie sans cathode, ça ne fonctionne pas.
Manque de bol, 90% des cathodes dans le monde sont fabriquées en Chine. Voilà. Et demain, si les États-Unis voulaient fabriquer des cathodes, il faudrait déjà qu'ils se dotent de l'outil de production. Et puis, il faudrait qu'ils aient du graphite. Et puis, il faudrait qu'ils aient des tas de choses qu'ils n'ont pas. Tout ça, c'est également raffiné en Chine. Donc, dans une batterie, il y a la cathode. Et puis, il y a tous les métaux qui peuvent rentrer. Alors, il y a les lithium-ion, donc il faut du lithium. Est-ce que les États-Unis raffinent du lithium? Pas ma connaissance pour l'instant. Du nickel pour les batteries au nickel. Du graphite, parce qu'il faut forcément qu'il y ait du graphite au pôle négatif, etc. Tout ça, ça vient de Chine. Donc les Américains ou les Européens disent on va sortir de terre des gigafactories de batteries. D'accord, vous allez juste être des assembleurs. Mais les métaux et les petites cellules de base, c'est pas vous qui les fabriquez pour l'instant. Puis où allez-vous trouver le graphite, le lithium, le nickel dont vous avez besoin? Donc, les Américains sont dépendants des Chinois. Complètement. Et les Européens encore plus. Alors là, c'est pire. Nous, on décide d'une transition énergétique où on n'a pas la première tonne de métal nécessaire pour cette transition. Nous, on est champions du monde. On avait le nucléaire qui fonctionnait très bien, où en plus on pouvait régénérer notre propre combustible. Donc à la limite même, si l'Afrique décidait de ne plus nous livrer d'uranium ou la Russie, on était quasiment autonome. Et on réussit à fermer des centrales. Les Allemands ferment leurs 3 dernières centrales cette année. Et tout ça pour le remplacer par des éoliennes et des champs de panneaux, alors qu'on n'a pas, dans notre sous-sol, la première tonne de métal qui sert à fabriquer des éoliennes ou des panneaux. Enfin, c'est juste hallucinant. On va maintenant parler taux d'intérêt et banque centrale, et donc inflation. En fait, c'est assez étonnant, cette histoire d'inflation. D'abord parce qu'on redécouvrait, il y a quelques années, un phénomène qui datait des années 80. On pensait qu'il n'arriverait plus jamais. Et puis, il y a une arme qui est pour lutter contre l'inflation, qui sont les taux d'intérêt, l'augmentation des taux d'intérêt. Et là, visiblement, on s'aperçoit que le remède est pire que le mal. Ou en tout cas, c'est ce qu'on a l'impression que les banques centrales sont en train de nous expliquer, puisqu'elles vont peut-être cesser d'augmenter les taux. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça réagisse aussi vite? Parce que tout ça, c'est 1 an, 2 ans, allez, maximum 3. Tout va très vite, quoi. Elles savent depuis l'origine que le remède est pire que le mal. C'est pour ça qu'elles se sont accrochées à la légende de l'inflation transitoire. On nous a vendu, vous savez, après les confinements, effet catch-up, donc tout le monde se remet à consommer, etc. Et ça se calme très vite, parce que très vite, l'argent distribué va être consommé, etc. Et surtout, on se rassure, dès le départ, parce qu'on n'observe pas de spirale prix-salaire. Donc ça, c'est très différent déjà de l'inflation 73, 74, et puis 79, 80. On n'a pas de spirale prix-salaire. Donc déjà, on n'est pas sur une inflation de même nature. Donc on s'accroche, à cette idée que c'est qu'une bulle de gaz qui va très très vite s'évaporer, et très vite la consommation va revenir à un niveau normal, et si tout va bien, la spirale prix-salaire ne s'enclenche pas, donc l'inflation s'éteint d'elle-même. Bon. Et là-dessus, en fait, nous, c'était justement la thématique de notre première partie, on décide d'une transition énergétique qui est complètement inflationniste. Parce qu'on va avoir besoin, c'est le BRGM qui le dit, on va avoir besoin d'ici 2035 ou 2040 d'extraire autant de métal de la croûte terrestre que depuis l'aube de l'humanité pour mener à bien cette transition énergétique. Mais comme les métaux sont en quantité insuffisante, si on décide qu'on va au bout de la logique de convertir 120 ou 130 millions de véhicules du thermique à l'électrique d'ici 2030, mais les batteries, ça va être des espèces de gigantesques lingots d'or sur 4 roues. Donc, la transition énergétique est totalement inflationniste par son principe. En plus de ça, on a arrêté les centrales nucléaires, donc le coût de l'électricité explose. Donc,
dire que l'inflation est transitoire quand on décide soi-même de faire une transition qui est complètement inflationniste, il faut être complètement, je préfère même pas dire le mot. On est encore, en tout cas assez au-delà de l'absurdité et de la stupidité mélangées. Voilà. Donc, monter les taux face à une hausse des matières premières, ça ne fonctionne pas. On le sait depuis... on l'a toujours su, en fait. Mais ça n'empêche que les banques centrales l'ont fait, parce qu'à un moment, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec de l'inflation à 14-15%, voire à 20%, comme dans les pays baltes, où on atteint les 13% aux Pays-Bas. Ouais, plus le pays était proche de la Russie, en fait, plus l'inflation était importante. Exact. Et donc, c'est ce qui a laissé croire ou qui a laissé penser aux banques centrales et aux économistes, j'allais dire traditionnels, pas comme vous, quoi, que en fait, c'était la guerre en Ukraine qui faisait que l'inflation était là. Et que le jour où il n'y aurait plus le conflit, il n'y aurait plus d'inflation non plus. L'inflation démarre véritablement au mois d'avril 2021. On est encore à 2% aux États-Unis et en Europe. Et puis mai, juin, juillet, aux États-Unis, pouf, ça décolle, ça passe de 2 à 3,6. Puis à l'automne, ça atteint les 5. Et puis on est à 8,5, 9 au 31 décembre 2022. 2 mois plus tard, on a le conflit qui éclate en Ukraine. Donc là, on est quoi? On est le 25 février. L'inflation accélère jusqu'au 15 mars, c'est-à-dire inflation, c'est-à-dire pétrole, gaz, etc. Et depuis le 15 mars 2022, le prix des matières premières n'a jamais cessé de baisser. Le prix du gaz, du pétrole n'a jamais cessé de baisser. Autrement dit, à 15 jours près, le début du conflit en Ukraine a marqué la culmination de l'inflation qui datait d'avril 2021. Donc en fait, l'inflation, c'est avril 2021, avril 2022. Et depuis, on est en cycle de désinflation. Mais ça ne va pas durer parce que comme on force la transition énergétique, on va se retrouver bientôt avec un prix du cuivre qui va redécoller, du nickel qui va redécoller, etc. Et bien sûr, l'Arabie Saoudite qui joue plus le jeu, on en a parlé, et qui dit nous on se verrait plutôt avec un baril durablement ancré au-dessus des 80, voire idéalement 90. Et aux États-Unis, je peux vous assurer que les producteurs texans, 90, ça leur va mieux aussi que 80. Mais d'un autre côté, on a M. Leclerc qui nous explique qu'il y a beaucoup d'inflation dans ces supermarchés, jusqu'à 15% dans l'alimentaire. Oui, 15-18. Ouais. Donc il y a toujours de l'inflation. Ben oui, parce que là, les produits agroalimentaires, ils sont dépendants du coût des engrais. Donc là, il y a une alternative. Ou vous mettez plus d'engrais, et à ce moment-là, vous avez vos rendements qui baissent de 30%, donc la bouffe prend 30%. Ou vous mettez toujours de l'engrais, mais vous en mettez moitié moins. Mais comme l'engrais a triplé, du coup, le coût de revient du blé, des légumes, de tout ce que vous voulez, ça a pris également 30%. Donc soit les 30% vous les avez parce que c'est du rendement que vous avez en moins, soit c'est du coût engrais que vous avez en plus. Donc à la sortie, vous avez bien 30% dans les deux cas. Donc il y a toujours de l'inflation. Évidemment. Alors, donc quand les banques centrales augmentent les taux d'intérêt, elles ont raison, il faut freiner l'inflation. C'est pas bien l'inflation. Oui, il faut la freiner, mais sauf qu'on se sert d'un outil qui ne fonctionne pas. Puisque les banques centrales ne maîtrisent pas l'ouverture du robinet en Arabie Saoudite, ne maîtrisent pas le fait que d'un seul coup, les Chinois disent on réduit de moitié les exportations de terres rares, donc elles vont exploser. Demain, les Africains peuvent très bien nous dire au Congo, le cobalt, c'est plus 30 000 ou 40 000, la tonne, c'est 100 000. Et qu'est-ce qu'on fera? Mais de toute façon, il n'y a qu'eux qui en produisent. Ils décident du prix qu'ils veulent. Donc là, les banques centrales, l'outil de la hausse des taux, totalement inopérant. Alors, inefficace, inopérant, dans ce cas de figure. Par contre, ça peut effectivement, en Europe, contraindre la demande. Mais là, qu'est-ce qu'on observe déjà? Qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai vu un sondage passer. Face à la hausse des prix alimentaires, les gens sautent un repas. Voilà. Et ils auront beau sauter un repas, ça fera pas baisser le prix de la laitue ou de la tomate ou du filet de poulet.
Oui. La diminution de la consommation, ça peut mettre en difficulté les entreprises en plus. Ça peut par contre mettre en difficulté les entreprises. Mais il y a un moment, effectivement, on va finir par se taper une bonne récession. Et alors là, on ne construira plus. Donc là, d'un seul coup, le prix des matériaux de construction chutera. On avait eu la flambée du prix du bois à la découpe aux États-Unis qui datait de 2021 et même 2020. On s'en souvient, le coût de construction d'une maison aux États-Unis qui a 80 ou 70-80%, c'est une structure en bois avec un petit peu d'isolant autour. Les prix avaient déjà explosé et là, ils ont bien rebaissé parce que à ce coup, on ne construit plus. Donc là, effectivement, on va avoir peut-être une désinflation parce qu'il y a plein de secteurs d'activité qui vont effectivement arrêter. Bon, le verre, l'industrie du verre, c'est quasiment arrêté avec le prix du gaz qui a explosé. Les engrais, le plus gros producteur européen, je crois qu'il était néerlandais, il a arrêté. Les producteurs d'engrais allemands, ils ont arrêté. Et l'engrais qui nous coûtait pas cher, qui venait d'Ukraine et de Russie, on l'importe plus. Voilà. Donc d'où vient l'engrais aujourd'hui ? Faut qu'on le fasse venir d'Indonésie, d'Australie, je ne sais pas d'où, quoi. Donc vous imaginez le coût déjà de l'acheminement. Voilà. Donc on va peut-être effectivement réussir quand même à ralentir certains prix. Donc globalement, l'indice va se calmer, mais au prix de ce qu'on disait, d'une récession et donc effectivement d'un remède qui est pire que le mal. Avec un autre effet, alors l'effet qui était attendu, c'est que comme on augmente les taux banque centrale, les taux bancaires augmentent aussi, les taux du particulier ou de l'entreprise. Donc là aussi, l'argent étant plus cher, les gens vont chercher moins d'argent. Donc là aussi, ça entraîne potentiellement une baisse d'activité. S'il n'y a plus de financement des entreprises et plus d'achat à crédit par les particuliers, il y a une baisse d'activité, il y a moins de demandes. Notamment le crédit hypothécaire qui va aller emprunter à 4% aujourd'hui, assurance incluse. Bon. Puisque les taux sont à 3,20, 3,30. Donc assurance incluse, on est à 4. Il y a 1 an et 3 mois, on était à 1. Allez, 1,40 assurance incluse. Mais on trouvait, sur 20 ans, on trouvait en dessous de 1. Maintenant, c'est 3. Donc c'est simple, c'est x3. Donc en France, en 2022 déjà, je pense qu'on est à moins 30 sur les réservations, puisque bon, ce qui était déjà programmé sort de terre, c'est normal. Mais pour les programmes 2023-2024, on est déjà à moins 30 sur le collectif. Je crois qu'on est à moins 36 sur la maison individuelle, parce que l'individu, quand il va demander du crédit à sa banque, on lui dit non. Ou alors sa maison, elle fait plus 4 pièces, elle en fait plus que 3. À ce moment-là, il reste dans sa maison de 3 pièces. Hein. Autre effet pervers de cette augmentation des taux, et ça, alors sur le coup, moi j'ai été très surpris par cette histoire-là, c'est que les bons du Trésor anciens ont été totalement dévalués. Et en tout cas, leur valeur a été complètement dévaluée par rapport aux bons du Trésor de maintenant, qui eux ont le taux d'aujourd'hui, donc le taux à 3, 4, 5. Et ça a provoqué un truc extraordinaire, c'est que ça a provoqué des faillites bancaires. C'est ça la vraie surprise du mois de mars. Ça a été la matérialisation de ce que chacun savait. On savait qu'au pire du pire, fin décembre, sur l'année 2022, le stock d'emprunt d'État, c'est-à-dire l'actif le plus sûr, dont les banques doivent être gavées pour justement garantir leur ratio de solvabilité, on savait que ce stock était dévalué de 20%. Mais jusqu'à présent, aucune banque n'avait été obligée de réaliser ce stock pour restituer de l'argent aux clients. Et c'est SVB qui a été la réalisation d'un risque. Tout comme avec les subprimes, tant que Bear Stearns n'avait pas fait faillite, qu'on n'avait pas des intermédiaires californiens qui mettaient la clé sous la porte, les gars disparaissaient et laissaient les banques face à des clients insolvables, tant que personne n'avait vendu le premier paquet de subprime, on ne savait pas que ça valait rien. Et tant qu'aucune banque n'est obligée de vendre son stock de T-bonds pour restituer son argent aux clients,
il n'y avait pas de souci. En fait, il y a plein de choses comme ça qui vont bien parce que c'est juste qu'on n'a pas, comme on dit, l'épine n'a pas encore rencontré l'enveloppe du ballon. C'est juste que il y a plein de choses comme ça qui peuvent très mal tourner. Un bank run, c'est qu'une question de confiance. Donc si vous vous dites, mais est-ce que mon assureur, est-ce que mon banquier peut me rendre mes sous si j'en ai besoin demain ou que je veux changer de banque ou mettre mon argent, je ne sais pas où, en Suisse ou aux Bahamas ou que sais-je. Mais le problème, c'est qu'il n'y a évidemment aucune banque qui est en capacité de restituer son épargne à tous les déposants. Puisque le principe, c'est de se servir de cette épargne pour faire des prêts qui, par définition, seront remboursés dans la durée. Donc personne n'est capable de rembourser aujourd'hui pour redonner son épargne aux déposants. Donc tout est basé sur la confiance. Donc on peut très très bien tenir n'importe quel discours, voire catastrophiste. Enfin, il faut quand même être très clair avec cette histoire de bons du trésor. C'est que c'est pas un placement toxique ou risqué comme l'étaient les subprimes. On est bien sur du bon du trésor. C'est ça qui est très surprenant. C'est-à-dire que quand vous comparez l'affaire des subprimes avec les bons du trésor aujourd'hui de la SVB, on n'est pas sur la même chose quand même. Alors, les bons du trésor, évidemment, ne sont pas des subprimes. Mais comme les banques commerciales, dans une période de boom, après le confinement, d'un seul coup, tout se rouvre, le fameux effet catch-up. Donc, d'un seul coup, vous avez plein de gens qui disent il y a une demande à satisfaire. Moi, j'ai une bonne idée d'un produit qui va bien se vendre. Donc, prêtez-moi parce qu'il faut absolument profiter du redémarrage de l'économie. Et les banques ont prêté. Est-ce qu'elles ont pu prêter beaucoup plus que ce que leur permettait leur stock de T-bonds? Non. Qu'est-ce que font les banques pour pouvoir disposer des réserves nécessaires pour prêter? Elles lèvent des créances court terme. Alors, ce qu'on appelle des COCO, c'est des collatéralises de... Enfin, bref, c'est des... Elles lèvent des fonds. Elles lèvent des fonds. Elles améliorent leur bilan. Qui sont garantis en partie sur le bilan, mais qui sont également convertibles en actions, comme on l'a vu avec SVB ou avec le Crédit Suisse. Donc, une bonne partie de l'offre de crédit depuis qu'on a eu l'accélération phénoménale de 2021, c'était basé aussi sur ces ajouts de quasi-fonds propres et qui présentent quand même une certaine similitude avec les subprimes. C'est que c'était beaucoup mieux rémunéré que de l'argent emprunté sur le marché. Les COCO, Crédit Suisse, etc., ça rapportait du 4,5 quand vous trouviez difficilement plus de 2,5 avec des emprunts seniors, garantis, etc. Mais tout le monde y allait, puisque l'aspect convertibilité, personne n'y avait eu recours. Et comme pour les subprimes, jusqu'à ce que ça tourne mal, personne ne se disait que c'était risqué. Et avec le Crédit Suisse, d'un seul coup, les gens qui détenaient ce genre d'instrument, ils se sont fait convertir. Et convertir à la valeur de l'action, c'est-à-dire 0. Donc tant que le risque n'existait pas, on s'en fichait que ces obligations soient convertibles en actions, parce que la seule chose qui nous intéressait, c'était de retirer du 4,5%. Qu'est-ce qui intéressait les gens avec les subprimes? C'était d'obtenir du 7, 7,5, quand sur le marché, c'était 4. Vous aviez 250 points de prime comme ça. Et si d'un seul coup, les banques n'inspirent plus confiance et qu'on ne veut plus leur offrir ces financements de court terme, là, ce coup-ci, elles ne peuvent vraiment plus prêter. Et c'est là, et nous en sommes aujourd'hui arrivés à ce point où, pour les banques, notamment régionales américaines, ou toutes celles dont on soupçonne une fragilité dans le bilan, elles ne peuvent plus lever ces fonds pour disposer de respecter leur ratio de solvabilité. Pour voir un côté positif, les clients américains de ces banques-là, de ces banques en faillite pourtant, ont pu récupérer leur liquidité parce que l'État américain, le gouvernement américain a ouvert des lignes. Ils n'ont pas fait jouer les fonds de garantie. Aux États-Unis, c'est 250 000 $ par compte. En France et en Europe, c'est 100 000 euros. Totalement théorique.
en tout cas la loi est comme ça. Mais en tout cas, l'État est venu au secours des clients, pas des banques, pas des actionnaires, mais des clients. C'est-à-dire qu'il n'a pas fallu que les gens se retrouvent avec, alors qu'il y avait des dépôts très importants sur ces banques-là, dans ces banques-là, se retrouvent uniquement avec leurs 250 000 dollars. Oui. Alors, je profite quand même pour faire une petite parenthèse. Le fonds, la FDIC gère un fonds de garantie pour les banques américaines. Ce fonds est doté de 215 milliards. 215 milliards, c'était exactement le montant des dépôts de la seule SVB Bank. Si vous rajoutez First Republic, si vous rajoutez Signature Bank et quelques autres, on était déjà largement au-delà des 400 milliards. Donc déjà, les 4 banques dont les gens se méfiaient, où on voyait qu'il y avait des retraits massifs, donc un comportement de bank run, déjà, ça avait absorbé 2 fois le contenu du fonds de garantie. Je n'ose même pas vous dire aujourd'hui à combien se monte le fonds de garantie en Europe, l'équivalent de la FDIC. Combien il y a? Faut chercher, mais je pense que ce n'est pas plus de 40 milliards. Donc je veux dire que le fonds de garantie européen, il garantit les 4 premières secondes de retrait des fonds des banques si les gens se disent voilà, il faut se barrer. Mais le fait que le gouvernement ait sauvé les clients, les finances ou le patrimoine des clients, c'est une information quand même. Bah, ils auraient pu dire faillite et puis débrouillez-vous. Non, c'était la faillite, c'était le système entier qui s'effondrait en quelques heures. Tout le monde, les banques centrales ont cette fois-ci bien compris quand même les enjeux. Donc ils ont réagi tout de suite, le robinet de liquidité a été rouvert, il fallait absolument à tout prix éviter le gel de l'interbancaire. S'il y a le gel de l'interbancaire, les banques ne se prêtent plus entre elles. Ce qui s'est passé en 2008. Game over. Voilà, l'économie s'arrête, il n'y a plus de financement, il n'y a plus rien. Bon. Donc l'interbancaire continue de tourner, on met autant d'huile qu'il faut pour que ça fonctionne, et on change les règles du jeu. Donc c'était 225 000 ou 250 000 garanties. Chez SVB, il y avait 75% de la clientèle qui avait plus de 250 000 dollars. Et dans des tas d'autres banques un peu spécialisées et un petit peu élitistes, c'était la même chose. Donc on voyait bien que ça ne tenait pas, cette histoire des 250 000 dollars. Et si on ne garantissait pas, ça voulait dire qu'il y avait un bank run systémique, global, sur toutes les banques américaines, dites de taille moyenne ou régionale. Et ces banques régionales, c'est aujourd'hui pas loin de 60% du crédit hypothécaire. Alors je mixe le crédit aux particuliers et le crédit aux entreprises, ou le crédit aux investisseurs dans l'immobilier. Bref, 60% de ce qui irrigue véritablement le tissu local, le tissu des PME, c'est les banques régionales. Du jour au lendemain, si on ne garantissait pas les dépôts en totalité, tous ces dépôts sortaient de ces banques qui, du jour au lendemain, devenaient totalement insolvables, puisque conservant leur portefeuille de leur encours de prêt et n'ayant plus de fonds propres. Donc il fallait en reconstituer. Donc lever, émettre des obligations, plus personne n'en veut. Émettre des actions, ça vaut 0, on ne peut pas. Donc la conclusion qu'en a tiré très très vite la Banque centrale, c'est que les règles du jeu aujourd'hui conduisant à l'effondrement du système, on change les règles du jeu. On les a changées donc doublement. D'abord en garantissant la totalité des dépôts, et deuxièmement en disant finalement une obligation, un bon du trésor, si aujourd'hui sur ma courbe je vois que ça vaut 82,40, non, ça vaut 100. Parce que moi je la rachèterai à 100 à la fin. Donc vous pouvez considérer que tous les bons du trésor, même si ça vaut 82, en réalité, moi, je vous donne 100 quand vous me le présentez en liquidité. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de prix, où le prix d'un bon du trésor c'est 100 par défaut. Donc on a changé les règles du jeu. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que vous voyez qu'il n'y a que les banques centrales qui peuvent, lorsqu'ils voient que plus rien ne fonctionne, ils peuvent changer les règles du jeu. On a vu avec le Crédit Suisse que ça a commencé à arriver en Europe. On s'est un peu inquiété sur la Deutsche Bank. Mais finalement, ça a l'air... les règles du jeu ont changé. Ça a l'air terminé. Il n'y a plus de problème avec les banques systémiques en Europe et aux États-Unis. Voilà, problème résolu. On a restauré la confiance. Tout ne repose que sur la confiance. Et donc, ce que les gens ont compris, c'est que
Bon, avec les règles du jeu actuelles, ça peut très mal tourner, mais on a bien compris que on changera les règles du jeu pour que ça ne tourne pas mal. Et après ça, il faut s'interroger sur ce changement des règles du jeu. Qu'est-ce que ça implique par ailleurs? Parce que moi, en tant que petit emprunteur, moi, ma petite PME, j'ai besoin de me refinancer, je ne peux pas changer les règles du jeu. Puis on ne me les change pas pour moi. Moi, je dois toujours l'argent. Hein. Par contre, pour de grandes banques d'investissement, s'ils avaient des billes chez SVB, s'ils en avaient dans toutes les banques régionales, eux, on leur a dit, vous ne craignez plus rien. Donc en fait, on change toujours les règles du jeu pour les mêmes, pas pour les petits. Le deuxième sujet sur les taux d'intérêt, c'est que les dettes, je veux dire souveraines, ou en tout cas la dette publique de pas mal d'États commence à devenir très très chère, à coûter très cher. Et comme on a réussi à avoir de la dette à zéro, voire à moins quelque chose pendant des années, finalement ça change là aussi les règles du jeu de la dépense publique. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut arrêter d'augmenter les taux. Là, on arrive au seuil de douleur pour tous les États. Le service de la dette va être juste colossal. Je sais pas, aux États-Unis, on est parti là sur 750 milliards. On n'est pas sur un doublement tout à fait par rapport à 2022, mais on y va tranquillement. Mais bon, les Américains se disent, c'est pas grave. Si on a besoin de 750 milliards, on les créera. Hein. On clique sur la souris et on crée 250, 300 milliards qui nous manquent. C'est à peu près de cet ordre-là, hein, ce qu'il va falloir mettre en plus par rapport à l'année dernière. Donc 250, 300 milliards, ça s'imprime, clic. Donc il n'y a pas de problème. Tout est une affaire de confiance. Donc si ça ne gêne pas que l'Amérique clique 250 ou 300 milliards pour filer les intérêts dus aux créanciers, ça va bien. Si l'Europe, c'est pareil, on peut cliquer pour 200 milliards de plus et que ça n'inquiète pas les détenteurs d'euros, on continue. Le problème, c'est qu'il y a un moment, on se dit, alors entre des taux à 3% et un euro qui se dévalue de 10, je crois que je me fais quand même avoir. Et alors, si on prend comme référence, je ne sais pas, alors le yuan n'est pas très fort, donc je ne vais pas prendre cette référence, mais vous pouvez prendre le yen, vous pouvez prendre dollar Singapour, et vous prenez l'or. Là, si vous comparez la trajectoire de l'or et celle de l'euro et celle du dollar sur les 20 dernières années, là, on voit tout l'argent imprimé depuis 20 ans. Là, on le voit, l'effet. C'est la dévaluation, la dévalorisation du dollar et de l'euro par rapport à l'or, par rapport au franc suisse, etc. Oui, parce qu'il faut bien que les gens se rendent compte que ce n'est pas l'or qui augmente, c'est la monnaie dans laquelle le cours est exprimé qui faiblit. Exact. Et donc là, on l'a bien vu. L'or est exprimé soit en dollars, soit en euros. Mais quand vous allez dans une salle d'enchères, vous avez beaucoup d'acheteurs d'or dans les ventes aux enchères. Vous avez des lingots, des séries de pièces, etc. Vous voyez que c'est maintenant inscrit dans toutes les devises, y compris le yuan. Alors le rouble a disparu. Avant, quand j'allais dans des salles d'enchères, c'était marqué en rouble. Donc le rouble a disparu, mais maintenant on a le yuan à la place. Est-ce que... alors on a vu que le cours de l'or, depuis le début de cette période inflationniste, a eu des hauts et des bas. Des bas quand il y a eu des augmentations de taux d'intérêt, ou en tout cas des soupçons d'augmentation de taux d'intérêt. C'est-à-dire que l'or n'aime pas quand les taux augmentent. C'est surtout que les investisseurs détestent détenir un actif qui ne rapporte rien. Quand là, la semaine prochaine, le mois prochain, dans les 3 mois, ils disent je vais pouvoir rentrer 150 points, 180 points de rémunération. C'est une vision extrêmement court terme. Hein. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont privilégié les bons du Trésor et qui ont délaissé l'or pendant 3 ou 6 mois, que ces gens-là n'en ont plus ou ont tout bazardé. Ça veut juste dire que par opportunisme et par vision court-termiste, ils ont décidé de capter les 150 points, 180 points qu'on leur offrait. Donc évidemment, comme l'argent ne peut pas non plus être multiplié à l'infini, il faut faire un arbitrage. Est-ce que je complète l'or ou est-ce que je mets en portefeuille quelque chose qui va me rapporter? Donc on met quelque chose qui rapporte.
Et quand les taux d'intérêt sont annoncés comme ne plus augmentant ou potentiellement baissant, en fait, l'or remonte parce que l'inflation donc fait baisser la monnaie, donc fait augmenter le prix de l'or. Alors disons que l'idée, c'est que là, je vais acheter là maintenant, parce que ça rapporte encore 3,5 ou 5% aux États-Unis, je vais essayer d'acheter le maximum de ces instruments qui vont continuer de me délivrer jusqu'à leur remboursement final. Hein, je regarde la duration. Si j'ai une duration de 7 ans, bah là, actuellement, au prix où j'achète, pendant 7 ans, je vais avoir 5%. Donc là, j'ai fait le plein. Et puis, quand la rémunération va baisser, bah, je ne vais pas compléter mon portefeuille avec un truc qui rapporte moins. Donc, toute la liquidité dont je vais disposer, parce qu'on me sert des intérêts, évidemment, les 5% d'intérêt, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas les réinvestir dans le même instrument, dans la même dette euro, dollar, je vais investir dans l'or. Parce que j'ai bien compris que les banques centrales, elles ont perdu la bataille contre l'inflation. Donc, qu'est-ce qui peut me protéger contre l'inflation? Certainement pas le dollar et certainement pas l'euro, puisqu'actuellement le rendement est négatif par rapport à l'inflation réelle. Ce pièce maîtresse est maintenant terminé. Nous avons fait un tour, je crois, complet de l'actualité dans l'économie, dans la finance, mais aussi dans la géopolitique, en espérant que ces contenus vous permettront de mieux investir votre patrimoine, de mieux gérer votre épargne.